Bonjour à tous! Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vous propose un contenu qui est à cheval entre une thématique domotique, ici vous avez mon installation Home Assistant pour piloter ma maison, et la gestion de serveurs avec plus du réseau et de l'OS. L'idée étant de vous expliquer comment mettre en place dans une installation domotique une supervision de PC, en particulier pour savoir si la machine est allumée, pour pouvoir l'allumer et l'éteindre à distance. Alors, cette thématique, vous verrez, je l'ai déjà abordée il y a 3 ans, je vais y revenir très vite tout à l'heure, mais l'idée étant, étant donné que je remets en place toute mon infrastructure Home Assistant, de remettre à jour ce contenu, avec des choses plus d'actualité et des petites fonctionnalités en plus que vous verrez, donc que j'ai implémentées dans Home Assistant. Donc ici, sur mon tableau de bord Home Assistant, vous voyez que j'ai différents onglets, et un des onglets me permet en particulier de surveiller l'état de la partie ici bureau où j'ai mes machines serveurs, de savoir la consommation sur les 15 dernières minutes, savoir les machines qui sont allumées, donc ici j'en ai que 2 qui sont pour le moment supervisées, je mettrai le reste après. J'ai en particulier mon PC sur lequel je fais mon montage, mes jeux vidéo, les trucs comme ça, et mon serveur NAS qui pour le moment est éteint. Vous voyez que j'ai bien une remontée de statut, et j'ai la possibilité d'appuyer sur le bouton ici allumé pour allumer la machine. Et plutôt que le faire en local comme ça en direct, je vais vous le faire avec mon smartphone. Vous le voyez ici, il est connecté en 5G, donc du coup, ça va faire comme si j'étais connecté, enfin comme si j'étais n'importe où dans le monde en fait pour pouvoir piloter cette machine. Je vais ici sur mon petit onglet, donc vous voyez c'est exactement la même représentation, c'est juste le visuel qui change un petit peu. On va appuyer sur allumer ici, donc je vais vous appuyer sur le bouton, et vous allez voir le NAS qui va s'allumer. Donc j'appuie sur allumer, et le NAS s'allume. Alors je vous montrerai après, on pourra mettre une petite protection pour éviter ce genre d'appui direct qui allume la machine. Ici vous allez voir qu'il reste éteint pendant un certain temps, évidemment, puisque ce qui vient de se passer, c'est qu'ici j'ai déclenché une commande Wake on LAN, donc on va voir comment mettre le Wake on LAN en place sur la machine. Je ne vais pas vous montrer comment l'activer matériellement, parce que ça dépendra de votre matériel, et je l'ai déjà abordé, donc je vous renverrai vers ma vidéo initiale, mais c'est du Wake on LAN, ensuite c'est du ping pour vérifier si la machine est disponible sur son interface réseau, et quand la machine est disponible, vous verrez qu'on pourra l'éteindre et exécuter quelques petites actions. Les actions en question, c'est que ce soit l'extinction ou les actions, c'est des commandes SSH, donc il faudra avoir du SSH en place aussi sur votre machine. Donc vous voyez que la machine est devenue disponible, elle est connectée, je peux maintenant l'éteindre, et j'ai en plus en dessous une petite section ici qui est apparue, qui me permet ici d'avoir des petites actions à exécuter sur la machine pour pouvoir interagir avec. Ici c'est principalement quand j'ai des fail to ban qui sont déclenchés, donc si jamais par exemple une application sur mon smartphone fait des choses qui fait que elle se fait bannir par mon NAS pour pouvoir très rapidement enlever en fait la règle fail to ban pour pouvoir continuer à interagir avec mon serveur. Donc voilà en gros ce que ça donne. Vous voyez évidemment que mon tableau de bord ici c'est également lui aussi mis à jour, donc on voit la petite évolution en termes de consommation électrique du NAS qui s'est allumé. Et si je veux l'éteindre, alors c'est pas idéal puisque je viens de démarrer la machine, mais au moins pour vous faire la démo en un coup, donc je peux appuyer ici sur éteindre. Normalement la machine va se rééteindre, alors là comme elle est en train de démarrer, je sais pas si elle va réagir instantanément, mais vous allez la voir qui va s'éteindre assez rapidement. Voilà. Et donc, vous voyez avec ce type de petites choses comme ça en place, vous pouvez surveiller très rapidement l'état de vos machines. Donc là, tout va se mettre sur... Enfin, le NAS va se mettre sur éteindre dans un instant, vous le verrez en direct. Donc vous pouvez surveiller l'état de vos machines, vérifier quelles machines sont démarrées, quelles machines sont éteintes. Avec une prise connectée, ce petit bonus que moi j'ai mis, vous pouvez aussi suivre votre consommation pour vérifier que tout va bien. Par contre, ce que je voulais aussi vous dire, c'est que dans un futur proche, je vais aussi changer de type de fonctionnement. Alors je sais pas encore quand je vais le faire, mais je ferai un contenu là-dessus. Je vais faire en sorte de hacker le bouton Power qui est ici pour pouvoir le piloter avec un relais en fait, pour pouvoir simuler en fait l'appui sur ce bouton. Et on vient de voir à l'instant là ici le NAS qui s'est déconnecté, donc simuler l'appui avec un relais pour pouvoir faire un allumage, une extinction, donc ça c'est un appui court, ou éventuellement rester enfoncé, simuler en fait le fait qu'on reste enfoncé sur le bouton pour provoquer l'arrêt brutal de la machine. Ça peut être intéressant si vous avez des problèmes soit au niveau de l'OS qui est dedans, donc le système d'exploitation qui est bloqué pour une raison quelconque, soit au niveau de votre réseau, que ce soit votre réseau à vous ou la carte réseau, donc l'interface qui est bloquée, qui a un souci, etc., pour pouvoir forcer l'extinction de la machine si nécessaire. Donc ça, ce sera dans un deuxième temps, je verrai quand dans l'année si j'ai le temps de le faire, mais je vous montrerai comment on peut, avec un petit relais branché sur la machine, faire ce type de choses qui sera peut-être aussi intéressante à regarder. Voilà, donc je vais vous montrer ça. Avant de vous le montrer, je voulais aussi vous montrer que je vous avais déjà fait une vidéo il y a 3 ans,
sur la même thématique, démarrer et éteindre ces machines à distance avec du Wake on LAN, du SSH. La différence, c'est que je l'avais fait avec JDOM, et donc vous savez qu'en ce moment je suis en migration complète en fait de JDOM vers Home Assistant, et donc c'est plus intéressant, ne serait-ce que pour la population de gens qui utilisent Home Assistant par rapport à la population de gens qui regardent JDOM, de voir comment on le fait sur Home Assistant. Et l'autre chose, c'est aussi de vous montrer quelque chose d'un peu plus sécurisé, puisque pour le moment la requête SSH, comme je le faisais en local et tout ça, j'utilisais un utilisateur root et tout ça, c'est pas idéal, donc je vais vous montrer comment on met en place très rapidement un utilisateur dédié pour faire quelques requêtes sur la machine en SSH, pour pas lui donner tous les droits, pour éviter qu'il y ait des problèmes de sécurité. Ça permettra aux gens qui n'ont pas vu ce contenu-là de le voir sous une autre forme. Ça permettra aux gens qui sont intéressés par ce contenu, qui s'étaient pas lancés à l'époque ou qui n'avaient pas JDOM, de voir comment on le fait avec une autre installation. Ça vous donnera peut-être des idées. Et puis les gens qui veulent juste piloter leur machine à distance sans l'intégrer en domotique, vous verrez aussi comment on le met en place. Avec du SSH et tout ça, comment on peut mettre en place tout ça. Voilà, je vous propose tout de suite de voir comment on met en place ce type de techno. Donc Wake on LAN, ping et du SSH. C'est assez standard, mais vous allez voir qu'avec ça, on peut quand même faire des merveilles. Il va y avoir deux volets, comme je vous l'ai expliqué dans cette vidéo. Une partie, on va dire domotique, une partie haut niveau qui permet de créer des tuiles comme ça que vous pouvez avoir sur un dashboard directement sur votre PC, mais aussi sur votre téléphone portable pour voir l'état de vos machines, est-ce qu'elles sont démarrées, arrêtées, les allumer, les éteindre à distance. Et il y a une partie qui sera plus infrastructure. Alors comme j'ai déjà équipé ma machine OpenMediaVault, vous voyez ici, je peux pas facilement, en tout cas sans prendre énormément de temps, la casser pour venir recréer tout ce qu'il faut. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais équiper une machine qui n'est actuellement pas équipée, donc ma machine Proxmox, mon hôte Proxmox, ma machine qui me permet de déployer plein de conteneurs Docker, donc j'ai des machines virtuelles pour faire du Docker, ou éventuellement des conteneurs LXC pour faire aussi des expérimentations sur des différents OS. Mais moi c'est la machine hôte que je vais équiper, et du coup pour faire fonctionner tout ça, il faut évidemment que votre machine Home Assistant et votre machine ici ma machine Proxmox, soit sur le même réseau, qu'elle se voit que le réseau fonctionne correctement. Ce que je peux aussi vous conseiller, et je vous fais un petit IPA pour vous montrer, l'idéal, quand vous êtes sur des machines comme ça qui constituent l'infrastructure de votre réseau de votre maison, alors principalement les bornes d'accès Wi-Fi, les routeurs, les switches, les trucs comme ça, au minimum vous les mettez, comme c'est le cas ici, sur des adresses IP fixes, sinon sur un DHCP avec des baux statiques. Alors je vous ai déjà fait une vidéo sur AdGuard Home, qui est un petit outil qui permet de filtrer tout ce qui est publicité et compagnie, contenu publicitaire, mais il permet aussi de créer très facilement votre propre serveur DHCP sur votre réseau. Et donc vous pouvez réserver ici, je vous montre tel que c'est fait là, donc au-delà de l'adresse 49, c'est-à-dire la première adresse c'est l'adresse 50, c'est des adresses à baux DHCP statique, et donc dès qu'une machine va demander avec son adresse MAC une adresse IP, on lui servira toujours la même adresse IP. C'est assez essentiel, surtout vous verrez que si vous avez des pannes sur votre réseau, pour être sûr que les machines soient joignables. Et là c'est particulièrement important parce qu'on va mettre en place du ping et des choses comme ça, et donc si les machines changent d'adresse IP, ça va évidemment pas bien marcher. Donc faites en sorte que vos machines aient toujours la même adresse IP. Donc pour ça, suivant les machines, vous avez des configurations qui sont différentes en fonction de l'OS, en fonction de si vous avez soit la ligne de commande, soit une interface graphique, mais faites les réglages nécessaires pour que les adresses IP soient fixes. Alors on va commencer par créer un utilisateur. Donc pour créer l'utilisateur, vous avez une commande sous Debian. Alors évidemment, moi toutes les commandes que je vous montre, c'est des commandes qui fonctionneront sur un OS Debian. À vous d'adapter si vous n'êtes pas exactement sur ce type d'OS ou d'environnement. Donc on va faire un user add, donc création d'un utilisateur. Cet utilisateur, il va avoir le droit d'avoir un home, mais par contre on va quand même le créer en utilisateur système, donc avec le -s. Donc il va démarrer avec un shell bin bash et il va s'appeler HASS, donc c'est le nom en gros pour Home Assistant. Le nom historique on va dire pour Home Assistant. Donc petit user add, donc ça crée un utilisateur sur le système, il va avoir un home. Donc si vous faites un ls home /as, vous verrez que il a bien son home, son répertoire home qui a été créé. Ensuite, cet utilisateur, on va lui donner de la capacité de faire du SSH. Donc on va faire un user mode, c'est-à-dire modification de l'utilisateur, et puis on va lui rajouter _SSH sur as. Alors ça on verra en fonction des machines et tout ça, il y a des petits ajustements, mais en tout cas normalement avec ça, vous allez avoir les possibilités de faire du SSH.
Ensuite, l'étape qu'on peut aborder, c'est la mise en connexion entre une machine quelconque, ici ça va être la machine Home Assistant, et cette machine-ci, avec du SSH, mais surtout, et plus important, avec un mécanisme de clé, pour éviter d'avoir à saisir un mot de passe, avoir à stocker un mot de passe, quelque chose d'un peu plus sécurisé, un peu plus sympa que les mots de passe. Donc moi, avec la machine Home Assistant, je peux très facilement, donc j'ai l'extension Studio Code Server, donc c'est un VS Code en fait qui se trouve version web hein, sur l'installation Home Assistant, donc je peux avoir un terminal, donc je peux très facilement exécuter des commandes. Vous avez éventuellement d'autres petites choses que vous pouvez mettre en place, en particulier dans les modules complémentaires, vous avez l'Advanced SSH Web Terminal, faites attention, hein, c'est quelque chose qui tourne dans un terminal Docker, donc vous avez que config, je crois, qui est monté, vous n'avez pas un accès SSH à l'intégralité de la machine, mais c'est pareil, ça peut tout à fait faire le job, si vous préférez faire un accès SSH sur la machine. Donc je vais rabattre un petit peu ça, et puis on va créer les clés. Donc ici, pour les clés, moi j'ai déjà ce qu'il faut, c'est-à-dire que vous regarderez, si je fais cd.ssh, j'ai déjà un répertoire.ssh. Mais vous, vu que ce sera probablement pas le cas, ou peut-être pas encore le cas, dans le répertoire config de votre Home Assistant, vous ferez un mkdir-p /config.ssh, donc ça va créer le fichier, le répertoire .ssh que je vous ai montré. Et ensuite, on va créer dans ce répertoire-là, on va créer une nouvelle clé. Donc voilà la commande qu'il faut taper, sauf que moi ici, j'aime bien dans mes clés que ce soit bien clair, donc ici c'est pour accéder à ma machine Proxmox, donc je mets que c'est une ID, alors RSA c'est faux, d'ailleurs je viens de voir que le nommage est faux, mais j'utilise pas du RSA, j'utilise de l'ED25519, qui est un mécanisme beaucoup plus performant, un algorithme beaucoup plus performant, et du coup beaucoup plus sûr également que du RSA. Donc j'aurais pas dû l'appeler ID RSA OMV, mais c'est pas grave, je renommerai ça après. Donc voilà, je vais l'appeler comme ça me permet de me rappeler comment j'ai généré mes clés, puis je remodifierai pour Home Assistant plus tard. Donc je génère la clé, on voit ici qu'elle a été générée, j'ai l'empreinte qui a été générée là, avec l'image qui a permis de générer le côté randomisé de cette génération de clés. Donc le mécanisme de clé, hein, c'est le principe d'avoir une clé et une serrure. Vous avez une partie que vous allez mettre dans votre machine distante, et une machine que vous allez mettre que vous conservez en fait dans Home Assistant. Vous allez mettre la clé publique dans la machine distante, c'est-à-dire ici ça va être la machine Proxmox, et vous conservez la clé privée dans la machine Home Assistant. Donc on voit ici de toute façon que les deux clés ont été créées, je vous écarte un petit peu, on voit ici la clé publique, la clé privée. Donc la clé privée c'est un secret, il faut la conserver, la clé publique elle peut éventuellement être partagée, de toute façon la complexité elle réside dans l'obtention du secret, donc le côté public n'est pas gênant. Alors pour transférer la clé publique, il y a plusieurs solutions, vous pouvez faire déjà du SSH, des choses comme ça, vous pouvez aussi aller la copier-coller. Moi c'est ce que je vais faire, par contre je vous la cacherai. Ça n'a pas de risque, parce que c'est sur mon réseau interne, mais je vous la cacherai, je vous montrerai juste comment on fait. Donc, pour faire ça, l'idéal, c'est d'aller créer un dossier .ssh sur le home de votre utilisateur. C'est pour ça que je vous ai dit que c'était sympa de créer un home, c'est parce que comme ça, on va pouvoir l'exploiter pour venir y stocker un répertoire .ssh. Donc, vous créez le répertoire mkdir/home as.ssh, et dedans, donc, on va venir y coller la clé publique. Donc ici ça va être cette commande-ci que vous allez exécuter, donc echo avec entre côtes, vous conservez bien les côtes et vous effacez cette section-ci, et là dedans vous collez votre clé publique, et on va venir la stocker dans le .ssh authorize key. Donc pour récupérer votre clé publique, vous pouvez faire un less, donc .ssh avec l'ID de la clé, et vous la collez, je vous l'ai dit, ici. Il reste à sécuriser ce qu'on a fait, donc en particulier on va changer le propriétaire du répertoire .ssh, et on va aussi changer les permissions de ce qui se trouve dans ce répertoire-là. Donc ici on fait un change mode, à la fois sur le répertoire .ssh, mais également sur le fichier authorize key. Et ensuite vous avez deux manières de faire pour sécuriser le reste. Je vous montre les deux options, et puis vous choisirez en fonction de ce qui vous intéresse le plus. Donc il y a une approche qui est plus, je sais pas comment la nommer, jail, c'est-à-dire de dire que c'est un utilisateur HASS qui sert juste en fait de tunnel, voilà, il sert juste à transférer des commandes et à exécuter. Jamais vous allez vous y connecter avec, jamais vous allez créer des fichiers temporaires ou des choses comme ça avec. Voilà, c'est purement un espèce de pass-through, vous utilisez l'utilisateur pour exécuter une commande avec un sudo, et basta, ça sert qu'à ça. Si c'est le cas que vous voulez gérer, vous pouvez
dans ce cas-là, casser la commande qu'on avait faite avant, qui était de demander de créer l'utilisateur HASS avec un home qui lui appartenait. On fait appartenir ce répertoire-là à root, et on va mettre les droits en fait qui correspondent à ça. Donc on fait un chmod 705 sur home as. Et là on a quelque chose qui est sécurisé, qui est très sécurisé, qui empêchera même à l'utilisateur HASS de faire des bêtises éventuellement. Autre possibilité, alors du coup je vous nettoie ça, et puis je vous montre l'autre possibilité que ce soit bien clair. Donc on imagine que vous avez déjà exécuté de toute façon le jeu de commande qui était avant, c'est-à-dire le 700 et le 600 sur les fichiers internes, donc les répertoires .ssh et ce qu'ils contenaient. Mais vous préférez plutôt maintenir ces droits, donc que ce soit HASS, le propriétaire du répertoire home HASS, parce que vous envisagez éventuellement d'exploiter cet utilisateur pour exécuter des scripts, créer des fichiers, des choses comme ça, donc vous en auriez besoin. Dans ce cas-là, la sécurisation sera un petit peu différente. Les deux sont compatibles quelque part avec la notion de strict mods, vous le verrez dans les fichiers de configuration du process SSHD, tout ça. À vous de voir ce que vous préférez. Donc moi je continue avec la première approche que je vous avais indiquée. Donc du coup je rejoue les commandes. Voilà, vous me direz vous ce que vous en pensez éventuellement, si vous avez vous-même vos préférences ou peut-être votre expertise en termes de sécurité. C'est en tout cas ce jeu de commandes que j'ai tapé ici qu'il faudrait sélectionner, donc changement du propriétaire et puis ces jeux de droits là. Si vous voulez être sûr que cet utilisateur est, on va dire, bloqué, c'est-à-dire lui-même ne peut même plus modifier ses authorized keys, ces trucs comme ça, il n'y aura que root qui pourra le faire. Une fois qu'on a fait ça, on a encore des choses à faire, en particulier si on veut exécuter du sudo, si on veut laisser l'utilisateur HASS exécuter une commande sudo, etc. Donc il faut lui donner des droits d'exécution sudo. Alors moi j'aime bien utiliser Nano au lieu de VI ou autre pour éditer, donc je vais changer l'éditeur, donc je change l'éditeur, je mets Nano. Vous voyez dans toutes mes vidéos, hein, j'utilise Nano parce que je préfère. Et je vais utiliser je vais en fait faire en sorte que HASS soit un sudoer. Petite subtilité, pour le coup, peut-être que vous serez amené à rencontrer cette problématique, mais normalement non. Proxmox n'utilisant pas le mécanisme sudo, il n'a pas installé le package sudo. Donc je fais juste un apt-get install sudo, ce qui va me permettre d'avoir la commande sudo. Parfait. Et donc du coup, je vais pouvoir revenir sur la commande que je vous disais, parce que du coup, je ne pouvais pas éditer avec mon éditeur Nano. Donc du coup, le vsudo ne marchait pas, puisque forcément, je n'avais pas sudo qui était en place. Donc, je vais pouvoir exécuter vsudo, et vous voyez qu'ici, ce que je vais saisir, en fait, c'est cette ligne de commande qui est là, donc pour l'utilisateur HASS. Donc c'est un all, no password, et puis ici, on pourra faire du shutdown, du reboot et du power off. On verra après si on veut rajouter d'autres choses, mais pour le moment, on va commencer avec ce genre de choses. vsudo, en fait, permet de créer un fichier temporaire, de modifier le fichier d'origine, de le faire de manière, en fait, sécurisée. Si on veut regarder aussi, ça peut être intéressant de regarder si, maintenant, j'ai bien un répertoire sudo earthd. Donc, a priori, oui. Et j'ai bien aussi un fichier sudo earth. On peut regarder ici ce qu'il contient, et donc là, on voit qu'on a la config. Alors ici, en fait, ce qu'on a, c'est la configuration par défaut de sudo. On voit ici qu'on aurait pu rajouter la ligne, c'est juste que pour tous les utilisateurs ici, on a un include dir tout en bas du fichier. Vous voyez ici le @include dir etc sudo earthd. Donc en fait, il va itérer sur tous les fichiers, donc ça permet de manière modulaire en fait de venir injecter les fichiers par utilisateur de la plateforme. Donc moi je préfère faire comme ça. Vous pouvez aussi mettre directement la ligne ici. Si on veut être vraiment bien, une dernière petite chose qui reste à faire pour être tranquille, c'est de venir encore changer les permissions de ce fichier-là. Alors évidemment, ça fait beaucoup de commandes, etc. Mais quand on fait ce genre de réglage, il faut être assez précis. C'est pas des machines qui sont exposées sur Internet, mais on sait jamais ce qui peut se produire dessus ou dans votre réseau. Je dis pas que ça va vous sauver la mise, mais au moins, si on essaye de faire les choses proprement, a priori, ça se passera mieux que si on fait les choses un peu trop rapidement. Et donc, je vous conseille d'exécuter ce type de changement de permission. Vous allez voir qu'on restreint énormément les autorisations. En tout cas, on évite l'écriture sur ce fichier. Donc comme ça permettra de figer le fichier et d'éviter que n'importe qui fasse n'importe quoi. Évidemment, si nécessaire, on peut toujours aller l'éditer, il n'y a pas de souci. Si je mets ici à la fin, alors j'aurais pu faire end, ça aurait été plus vite. Echo, on fait hop, hop, et j'enregistre. Je peux toujours venir modifier ce fichier, donc il n'y a absolument aucun souci. Mais on est plus sûr en termes de permission sur le fichier. Voilà, donc maintenant, nouvelle étape. Et une étape qui va être un petit peu plus facile, peut-être un petit peu plus fun, un petit peu moins technique, un petit peu moins de terminaux, c'est qu'on va pouvoir venir enrichir
le dashboard de Home Assistant avec une tuile. Alors, ça va pas se faire aussi simplement que ça. Vous allez voir qu'il va falloir créer un petit script et tout ça dans Home Assistant, mais dans l'ensemble, on est quand même sur une phase un peu plus facile. Ensuite, on va vérifier que la commande fonctionne bien. Alors, je vous efface pour que ce soit un peu plus clair. C'est cette commande qui est ici. Donc, ce qu'on fait en fait, c'est qu'on fait un SSH-i. On indique le chemin vers la clé privée, c'est-à-dire votre clé pour ouvrir la serrure étant peut-être la clé publique si on peut faire l'analogie que vous avez mis dans le serveur distant, c'est-à-dire le serveur Proxmox. Le strict hotkey checking, c'est pour éviter d'avoir des soucis si jamais il y a des changements réseau sur la machine, pour pas que ça vous rejette. Vous pouvez l'activer si ça passe, mais voilà, vous aurez peut-être des soucis. C'est pas une grosse faille de sécurité de mettre un no et ça vous prémunit de pas mal de petites problématiques. L'utilisateur @ l'adresse IP de la machine. Ici je m'étais trompé, j'avais mis l'adresse IP de mon NAS, évidemment ça marche pas. Donc 49 c'est la machine que vous voyez ici, je vous l'ai montré tout à l'heure en faisant un IPA et on voit aussi dans l'adresse de l'URL, et on fait un echo toto. Donc c'est la commande que je viens d'exécuter, donc je vous la remets juste pour vous montrer que ça marche. On a bien toto, ça veut dire que toto, en fait, le echo toto, c'est exécuté sur la machine distante et revenu sur cette machine-ci en retour de commande. Et on va faire un sudo echo toto, et là, on devrait avoir normalement un souci. Le souci en question, c'est que la commande echo, en fait, elle est bannie. Par défaut, il faut un mot de passe pour exécuter ce type de commande, et comme on a besoin d'une interactivité avec le terminal pour taper, enfin pour réagir au sudo echo toto, du coup ça ne marche pas. Et comment on résout ce problème? Du coup, je vous remontre la raison pour laquelle on est allé éditer ce fichier-là, c'est qu'ici on a indiqué donc en no password, donc autorisation d'élévation de privilèges sans mot de passe, certaines commandes. Donc ici on a user has been power off, reboot, shutdown, et plutôt que faire de tuer ma machine, en fait, de l'éteindre, ce que je fais, c'est qu'ici je vous montre avec un echo, comme ça c'est sans conséquence en fait pour la machine. Donc ici je rajoute user bin echo, qui est la commande pour faire du echo. Donc j'enregistre ça, donc maintenant SSH est au courant que cet utilisateur là peut faire un sudo echo et ne pas le rejeter. Et donc si je recommence en fait la même commande, donc ça a fait en fait, si vous comprenez bien la situation, un echo toto en tant que sudoer, donc avec une élévation de privilège. Donc en gros, pour faire simple, même si c'est pas tout à fait comme ça que ça marche, comme l'utilisateur root de la machine. Et donc c'est la raison pour laquelle ici, quand je vous ai fait éditer ce fichier-là, je vous ai fait rajouter shutdown, reboot, power off, parce que ce sont les commandes qui permettent de rebooter ou d'éteindre une machine. Donc c'est des commandes qui sont ultra utiles pour pouvoir interagir avec. Voilà en gros ce qu'on devait mettre en place pour pouvoir ensuite se lancer dans le côté domotique de la solution et donc commencer à régler des tuiles. Donc là, ce que je vous ai montré en fait pour le moment, c'est de sécuriser une connexion SSH entre la machine Home Assistant et la machine Proxmox, créer un utilisateur dédié qui est l'utilisateur HASS qu'on a sécurisé d'une certaine manière, lui permettre de faire du SSH avec un mécanisme clé publique, clé privée, ce qui est très pratique quand on exécute des lignes de commande, c'est mieux que passer le mot de passe directement ici en clair. On a aussi sécurisé évidemment les fichiers de cette machine Home Assistant, les fichiers de la machine distante, pour qu'il n'y ait pas de soucis particuliers. Et on a aussi, on en a profité aussi pour vérifier qu'on pouvait faire non seulement une commande en local, mais aussi une commande en tant que sudoer, donc avec élévation de privilèges. Alors pour pouvoir venir faire tout ça, il va quand même falloir installer des petites choses sur Home Assistant. Quand je dis installer, c'est au sens large, on va utiliser que des fonctionnalités qui sont natives dans Home Assistant. Pas de trucs folkloriques qu'on va chercher à gauche à droite. Et éventuellement, quand on a besoin de petites choses, je vous conseille le Home Assistant Community Store. C'est des choses qui sont un peu moins... peut-être pas fiables, mais en tout cas sur lesquelles il faut se méfier un petit peu quand on fait des montées de versions de Home Assistant, mais qui restent quand même très intéressantes. Par contre, tout ce qui vient des dépôts externes, des trucs comme ça, faites hyper attention, c'est des choses à surveiller en fait quand on fait des montées de version de Home Assistant. Mais là on n'en est pas là. Ce que vous allez devoir installer en fait, c'est, donc je vous l'ai dit, c'est natif. Vous avez ping ici, shell command ici, et vous aurez aussi besoin de wake on LAN. Alors ping, on le voit ici parce que à chaque fois vous avez des petits marqueurs, donc le petit marqueur ici ping indique que ça est installé par l'interface graphique et tout ça, donc vous avez une intégration, vous tapez ping ici, vous le voyez, vous cliquez là et vous allez pouvoir ajouter votre hôte. On va faire ça dans un instant. Shell command, vous voyez ici que cette intégration n'a pas été configurée à partir de l'interface, cependant je crois qu'on peut quand même l'avoir, voilà, vous voyez ici
et ça vous dit elle existe, mais il faut aller dans le configuration YAML. Et Wake on LAN, vous pouvez le faire directement en YAML. Vous pouvez aussi, si vous voulez, le faire ici. Sur directement dans l'interface graphique. Moi j'ai fait dans un fichier YAML, puisque de toute façon les fichiers configuration YAML sont assez standards, on va dire, donc c'est pas très compliqué. Alors c'est ce qu'on reproche beaucoup à Home Assistant, souvent. Home Assistant, il faut tout le temps faire du YAML, c'est pas vrai en fait, très souvent il n'y a pas besoin de faire du YAML, mais il y a quelques petites exceptions. Donc ici, je vais passer dans le configuration YAML, c'est peut-être pas la version la plus sexy à vous présenter, mais voilà, sachez que de temps en temps il y a besoin d'aller dans les fichiers YAML, c'est rien de compliqué, mais il faut juste prendre l'habitude, il vaut mieux pas en avoir peur. Moi j'aime pas du tout le formalisme YAML, on va dire, parce que c'est trop laxiste. C'est trop facile de faire des boulettes dès qu'on édite un fichier, c'est ça que j'aime pas. Mais sinon, en soi, venir modifier ces fichiers-là pour y rajouter ce qu'il faut, c'est pas très compliqué. Donc, ce dont on aura besoin, en fait, c'est d'activer Wake on LAN. Donc, on peut le faire directement dans le fichier configuration YAML. Ici, vous ajoutez juste Wake on LAN à cet endroit-là. Ça va activer, en fait, la capacité Wake on LAN. Et il faudra activer switch et shell command. Et donc, switch, ici... pareil, vous avez switch 2 points et vous faites l'include, et shell command, pareil, vous faites shell command 2 points et vous faites l'include. On peut directement mettre des configurations YAML sous des nœuds, comme vous avez switch shell command. C'est le cas ici de Home Assistant ou de HTTP, j'ai jamais en fait exporté ça dans un fichier à part, mais on aurait pu le faire, et donc moi c'est ce que je fais. Donc en fait, le include configuration switch YAML, c'est parce qu'en fait vous faites sur votre répertoire config ici, vous ajoutez un nouveau fichier, donc vous faites un new file en fait, et vous le nommez. Donc moi je mets toujours configuration underscore, ce qui permet de les avoir au même endroit. Donc c'est tous les fichiers de configuration qui ont à voir avec le fichier configuration. Et donc en fait ici vous allez juste avoir la structure de ce contenu là en fait de fichier qui sera comme ajouté sous le bloc en question. Donc ça permet comme ça d'avoir quelque chose de plus granulaire, de moins monolithique, je pense de plus facile à aborder. Donc vous faites ça ou vous faites autrement comme vous voulez, mais en tout cas il va falloir activer la configuration switch, la configuration shell. Dans la configuration switch, vous voyez ici que j'ai commencé déjà à mettre des infos puisque j'ai mon PC et j'ai mon Open Media Vault. Du coup, je vais aussi vous montrer comment on fait pour ajouter de nouvelles entrées. Donc la raison pour laquelle j'utilise configuration switch avec plateforme Wake on LAN et pas directement l'entrée Wake on LAN dans Home Assistant, c'est parce que j'utilise aussi des turn-off, des trucs comme ça, et je ne suis pas certain qu'on puisse faire sans. Donc du coup je préfère faire comme ça. Donc plateforme Wake on LAN, ça indique que vous allez créer un switch en utilisant la plateforme Wake on LAN. Donc la plateforme Wake on LAN, c'est directement ce que vous voyez ici. C'est pour dire qu'on exploite cette intégration là. Ensuite, le nom de la machine, moi ça va être Proxmox. Vous voyez qu'il y a l'exemple avec OpenMediaVault et l'exemple avec PC. Il va falloir l'adresse MAC de la carte réseau que vous voulez réveiller pour faire justement le Wake on LAN. Alors ça, c'est pas très compliqué. Je vous l'ai dit, avec un IPA, vous pouvez éventuellement avoir l'adresse MAC. Vous l'avez ici. Donc vous avez son adresse MAC, son broadcast. Sinon, avec votre machine AdGuard, si vous avez quelque part la machine qui apparaît dans la liste ici, vous allez avoir, vous voyez, à chaque fois, adresse MAC et adresse IP associée de la machine. Donc vous avez plusieurs manières de la récupérer. Le plus simple quand même, c'est reste de demander à la machine quelle est son adresse MAC. Donc on va faire comme ça. Donc ça, c'est ce que je prends. Et c'est ce que je vais coller dans la section ici, adresse MAC. Alors pour les majuscules, les minuscules, peu importe si vous voulez mettre tout en majuscules parce que vous êtes comme moi et que vous trouvez ça plus sympa d'avoir un truc uniforme, vous pouvez le faire si vous voulez. N'oubliez pas de renseigner l'adresse IP de l'hôte, donc 192.168.1.49, à nouveau, c'est ce qu'on retrouve, alors c'est écrit en violet sur noir, c'est pas facile, mais c'est ce qu'on retrouve ici sur la section inet en /24. Donc ici c'est une adresse IPv4, donc on va réveiller la machine avec un broadcast IPv4 évidemment. Et sur le broadcast, donc c'est un /24, donc c'est 192.168.1.255. Alors ça a encore sauté là, ce que vous voyez ici en rouge, normalement je devrais pas l'avoir, mais à chaque fois, je sais pas pourquoi, quand je redémarre Home Assistant, ça ressaute à nouveau, donc il faut que je réinstalle l'extension VS Code, enfin je remonte un bug à un moment donné. Donc ne faites pas attention, c'est le contenu ici est correct, c'est juste qu'il faut que je réinstalle VS Code. Donc vous avez la capacité ici de faire un turn off, donc comme c'est un switch, vous avez du on et du off, et donc le turn off, vous pouvez faire un service, et donc ça ici on va faire une shell commande, et ici je vais pas faire shutdown Proxmox, quoique je pourrais le faire, mais pour commencer on va faire un echo
Proxmox. Et puis je le remplacerai par un shutdown une fois qu'on aura fini tout ça. Donc là je peux sauvegarder. Il n'y a pas de danger à sauvegarder. Ce qu'il faudra faire hyper attention par contre c'est quand on redémarrera pour pas avoir fait de boulettes. Donc dans la partie ensuite shell, configuration shell, ici par défaut vous aurez un fichier vide que vous aurez créé vous-même, et c'est là où on pourra faire un fichier, alors vous ce sera probablement shutdown que vous voudrez faire, mais commencez peut-être petit pour vérifier que ça marche, faites un écho pour commencer, et puis ici c'est là où on va venir, alors je copie-colle sauvagement cette ligne qui est là, et puis je vais la modifier avec vous, donc c'est exactement ce qu'on a tapé tout à l'heure. Donc ici, si vous vous rappelez, là, voilà, quand j'ai tapé cette commande-là, c'est ça qu'on veut faire. Donc, il me faut absolument ce fichier de cette clé privée, en fait. Donc, c'est ce que je vais venir mettre là. Le -o, etc., on le garde. HASS, c'est le même utilisateur. Je l'ai nommé pareil, donc on le garde. On change l'adresse IP ici pour mettre la bonne adresse IP. Donc ça, c'est comment accéder en SSH à la machine. Et ensuite, ici, c'est la commande qu'on va vouloir exécuter. Moi, je vous ai dit, c'est un sudo echo toto, donc je fais sudo echo toto, vous notez bien les côtes pour séparer ici la commande du reste, pour que ce soit un petit peu plus propre. Voilà, quand on a fait ça, c'est en place, donc on a un switch qui est en place, ici, qui normalement devrait fonctionner. On a une shell commande qui est en place ici, qui normalement elle aussi devrait fonctionner. Bah, il ne reste plus malheureusement qu'à redémarrer Home Assistant, puisque ici comme on passe par des fichiers de configuration YAML, on est obligé de redémarrer Home Assistant. Si on était passé par d'autres outillages en particulier, donc tout ce qui est dans paramètres ici, service, là ici quand on fait des modifs évidemment il n'y a pas besoin de redémarrer Home Assistant. Il restera ici à créer le ping, donc je peux faire un ajout de service, je fais 192.168.1.49, ici donc ça c'est l'adresse IP, et puis du coup ça va me rajouter une entrée. On a à peu près ce qu'il faut, il va falloir maintenant redémarrer, donc pour redémarrer le mieux c'est d'aller dans les outils de développement et faire vérifier la configuration. J'ai pas fait d'erreur, mais ici c'est quand même préférable, puisqu'on est quand même allé à la main modifier les fichiers de configuration. On a fait des liens, enfin des includes, des choses comme ça, donc on a pu faire des très grosses boulettes qui pourraient compromettre leur démarrage de la machine. Donc au minimum, moi je vous conseille de faire ça, vous avez le bouton redémarrer ici, qui est directement accessible, sinon vous pouvez faire de redémarrage classique dont vous avez l'habitude, mais vous aurez la possibilité de faire comme ça. Vous faites redémarrer, et donc là ça va prendre en fonction de votre machine plus ou moins longtemps, vous attendez que votre Home Assistant revienne à la vie, et donc du coup vous aurez la plateforme Wake on LAN qui sera activée, donc l'extension, enfin l'intégration Wake on LAN, et vous aurez aussi évidemment les scripts qui auront été pris en compte. Voilà, donc mon installation revient à la vie, donc vous voyez ici qu'on a quand même des choses qu'on pourrait redémarrer sans avoir besoin de tout redémarrer, mais on ne peut pas tout recharger non plus à la volée comme ça, donc c'est comme ça que je m'y suis pris. Donc normalement on est bon, ou presque bon, on doit avoir quasiment tout qui est disponible, donc en place ici sur la plateforme. J'attends juste que tout soit revenu à la vie. Voilà, on voit ici ping a été pris en compte, donc on voit qu'on a bien 192.168.1.49 qui est en place. Je vais juste éditer ça pour l'associer dans ma pièce bureau, puisque je vous le dis à chaque fois, mais moi j'aime bien mettre les choses au bon endroit. Donc on a ici, j'ai pas fait sauver. On a ici donc la machine qui est associée au bureau. Ah. On a donc ici 192.168.1.49 qui est disponible dans le bureau, et je vais faire ping proxmox ici aussi pour avoir des noms qui ont du sens, comme ça moi je m'y retrouve plus facilement, ça m'évite de chercher mes affaires. Donc on a le ping qui est en place maintenant, et a priori, même si c'est compliqué de le vérifier comme ça tout de suite, enfin on pourrait le faire avec les outils de développement, mais on a aussi, donc je vous l'ai dit, tout le reste, donc le Wake on LAN et tout ça qui est en place. Donc on peut enfin aller dans le tableau de bord, et là on va pouvoir créer une petite entrée pour Proxmox. Donc actuellement la machine est en route en plus, donc ça va être d'autant plus simple. Alors pour créer ici cette carte, en fait, moi c'est une carte entité que j'ai créée. Donc je vais vous montrer comment je l'initialise en interface graphique et comment je la personnalise en YAML. Voilà, je vous le dis à nouveau, c'est des choses sur lesquelles il ne faut pas avoir peur, c'est vraiment pas grave de faire du YAML, il faut un petit peu se lancer dans le sujet si on se sent à l'aise de le faire, parce qu'on peut quand même faire assez vite des choses très intéressantes, beaucoup plus rapidement, que si on le faisait dans l'interface graphique en fait. Mais on peut quand même faire pas mal de choses. Donc vous voyez ici que j'ai la possibilité de renommer le titre de ma carte. Alors c'est pas ce titre là que je voulais renommer, c'était ça en fait. Je veux le renommer en Proxmox. Voilà. Donc un nom personnalisé Proxmox, donc ça m'évitera d'avoir ping Proxmox. On voit ici connecté, et l'autre chose que j'avais faite, c'était ici, c'était le colorer, pour avoir en fait un indicateur visuel qui dit si c'est on, donc c'est orange, ou off, c'est bleu.
Alors ici, je crois que je peux pas taper conditional. En fait, il connaît pas la capacité conditional parce que malheureusement, et là-dessus je suis un peu déçu, mais bon, c'est comme ça. Toutes les capacités de Home Assistant, elles sont extrêmement nombreuses. Elles sont pas disponibles directement dans l'éditeur visuel. C'est dommage, mais on peut faire des trucs plus limités dans la partie interface graphique que ce qu'on peut le faire dans le code directement. Donc ici, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter une entité. Alors, il faut faire très attention à bien les placer. Vous voyez ici, par exemple, bah, c'est tout pourri parce que ça ne s'est pas mis correctement. L'indentation, c'est ici, donc au même niveau quantité. Vous faites type de point conditional. Donc ça, c'est l'entrée conditionnelle. C'est pour dire, bah, tu vas pas t'afficher tout le temps. Tu vas t'afficher conditionnellement à un critère. Et ici, le binary sensor, c'est le... de toute façon, vous avez de la complétion. C'est le binary sensor qui est associé au ping. Donc, si la machine est sur off, dans ce cas-là, tu afficheras le contenu. Alors, je vais quand même vous mettre on ici pour qu'on le voit, mais bon, imagine bien que c'est l'inverse. Donc, si la machine n'est pas allumée, donc c'est pas le cas pour le moment, mais bon, c'est pas grave, on va l'autoriser à s'allumer. Et pour ça, on va faire une ligne de boutons, donc de type bouton, avec comme entité, donc comme bouton, un premier bouton, donc l'entité, alors moi j'utilise Sun pour faire ce bouton-là, mais bon voilà, c'est juste un espèce de placeholder pour dire qu'on peut le faire. Le nom, bah, c'est le texte que vous allez vouloir faire afficher, donc allumer. L'icône, c'est power on, en gros, bon, power, pour dire c'est l'allumage. Et la tap action, c'est qu'est-ce qui se passe quand on appuie dessus. Alors la tap action, elle est spécifique dans mon cas de figure, puisque c'est un appel call service. Un service, c'est turn on du switch en question. Turn on sur quoi? Bah ici, ça va être le switch de Proxmox. Donc à chaque fois, hein, j'ai déjà tout préparé en termes de contenu en fait pour être sûr de ce que je vous présente. C'est pour ça que vous voyez que je fais des copier-coller parce que je veux être sûr de mon coup et que ça fonctionne. Et ici, bah, je vais dire, êtes-vous sûr de vouloir allumer Proxmox avec une confirmation. Donc tout ça, en fait, ça permet d'avoir une action sur appui. Une action, c'est call service. Le call service en lui-même, ça va être tout ça. Donc c'est un switch turn on sur ce switch-là. Et vous avez en plus une confirmation pour être sûr que vous n'appuyez pas par mégarde sur le bouton. Et enfin, donc, comme on avait fait la modif, on remet bien sur off pour dire si la machine est allumée. Évidemment, le bouton ne doit pas s'allumer. Voilà, ça c'est pour l'allumage de la machine, et en plus on a rendu l'allumage conditionnel à l'état de la machine, c'est parfait. Donc on fait enregistrer, on a déjà un truc qui est beaucoup plus sympa. Donc quand vous sauvegardez, vous voyez ici qu'on a une entrée conditionnelle, donc on sait que c'est une entrée conditionnelle, par contre on ne peut pas l'éditer. Donc on peut aller ici, mais ça va vous mettre directement la section de YAML qui correspond. C'est marqué que l'éditeur visuel n'est pas pris en charge. Donc voilà, vous avez au moins la capacité d'aller éditer juste cette section-là, donc c'est beaucoup plus intéressant que d'ouvrir l'éditeur d'entité et d'aller tout modifier d'un coup. Donc pour la maintenance, sachez que c'est quand même relativement simple, puisque vous avez une petite portion de YAML à éditer. On continue, donc toujours sur la même indentation que ce type conditionnel qui était là, on fait un deuxième type conditionnel. Le critère, c'est toujours, alors il faut que je modifie puisque je fais des copier-coller, donc c'est l'état de la machine Proxmox, donc 49. Donc ici c'est on, du coup c'est parfait puisque je vais avoir le bouton éteindre. Et on part exactement sur le même principe, donc row, type, buttons, entité, toujours le même type d'entité pour avoir un bouton qui marche. Le nom, ça va être éteindre, j'ai mis comme icône power off, une tap action exactement sur le même principe. Le switch, c'est évidemment, donc vous sélectionnez toujours avec la complétion pour voir si vous avez bien l'entrée, c'est Proxmox. Ici, quand vous allez faire un turn off sur le switch, évidemment, ça appelle la turn off action. Hein. Donc, je vais vous remontrer dans un instant ce que ça appelle, mais c'était ce que je vous avais indiqué tout à l'heure. Donc, voulez-vous éteindre Proxmox? Je pense qu'il n'y a pas de boulette. Ici, je peux faire enregistrer. Et donc maintenant, ici, je fais terminer. Et on a bien un panneau avec une icône qui indique si la machine est allumée, l'état de la machine et le bouton pour éteindre ou allumer en fonction de l'état. Donc ici pour le NAS, ici pour Proxmox. Donc je vous ai dit que je vous remontrais pour l'histoire du switch on-off pour que ce soit bien clair. Donc ce qu'on manipule en fait, c'est cette section qui est là. Donc le switch on, parce qu'on est sur une plateforme Wake on LAN, bah, c'est de faire un Wake on LAN. Le switch off, c'est d'appeler le service turn off, ici. Donc turn off, service, shell command, echo Proxmox. Donc moi quand je vais appuyer dessus, ça va faire le shell command echo Proxmox, et shell command echo Proxmox, rappelez-vous, ça fait echo toto. Donc ça va pas faire grand chose, on est bien d'accord, mais on va juste pouvoir vérifier qu'effectivement c'est fonctionnel. Donc je vais retourner ici, je vais cliquer sur éteindre, voulez-vous éteindre Proxmox? Oui, j'appuie, et c'est tout ce qui va se passer, puisqu'en fait, ça fait echo toto, évidemment echo toto, ça a marché, on n'est pas sur un truc qui aurait pu casser ou ne pas fonctionner. Donc maintenant on va pouvoir passer à l'étape d'après. Alors j'aurais pu éventuellement capturer le retour et tout ça, l'afficher dans une dialogue. C'est pas le but c'était juste de faire
assez simple pour qu'on s'en sorte. Je vais remplacer ma commande echo proxmox par shutdown, donc si vous voulez aller directement à cette étape-là, vous pouvez, à vous de voir si vous voulez directement faire le shutdown ou pas en un coup. Et ici, vous voyez que j'ai sudo user sbin shutdown-h now. Et du coup, je vais tout casser en live, mais c'est pas grave parce que je me rends compte que quand on a plusieurs machines, il y a le risque de s'en mêler les pinceaux sur le nommage. Donc du coup, ce que je vais faire avec mes shell commandes, c'est que je vais préfixer avec la machine sur laquelle ça s'exécute, ce qui veut dire qu'il va falloir que je retourne dans mes configs pour réparer tout ça. Pour lister les VM ou QM, peu importe, c'est sudo QM list. Et pour lister les LXC, c'est sudo pct list. Je crois qu'il y aura un tout petit problème de mise en forme, mais c'est pas grave. Donc en gros, voilà comment je peux m'y prendre. Et puis donc j'ai tout préfixé finalement par OMV, Proxmox, comme ça, c'est assez clair. Comme j'ai renommé ici le shutdown, bah évidemment on le renomme là. Et puis ici évidemment Proxmox, je vous l'ai dit, j'avais fait un echo juste comme ça pour, on va dire, le fun entre guillemets, mais juste pour avoir un truc sans conséquence. Donc je vais remplacer par quelque chose de correct. Donc ici on a bien shell command et Proxmox shutdown. Une fois qu'on a fait ça, on vérifie la configuration, on peut redémarrer Home Assistant pour reprendre en compte les shell commands et les switches qu'on a mis en place, qu'ils soient corrects. Par contre, il va quand même falloir aller modifier, donc ici, ce que vous avez en place en fait avec les bonnes commandes. Donc dans mon cas de figure, chose qu'on n'a pas fait ensemble, et je vous montre quand même mon installation pour Open Media Vault. Donc vous voyez que c'est exactement le même format, switch turn on et puis le switch OMV, donc ça change pas. Et pour le off, pour le bouton off ici, switch turn off, c'est pareil, je vous l'ai dit, hein, c'est une espèce d'abstraction puisque c'est un switch, donc il n'y a pas de risque particulier. Par contre, j'ai créé évidemment ici des scripts. Ces scripts-là, il va falloir que j'aille les modifier. Et du coup, ça me permet de vous expliquer comment on crée les scripts. Donc je vous ai dit, j'ai créé des shell commands pour lister les VM et des shell commands pour lister les LXC. Donc je vais directement m'inspirer de ce que j'ai fait ici pour injecter ces deux boutons. Donc on va avoir deux boutons, donc j'ai besoin de deux conditional, parce qu'il faut qu'ils s'affichent que quand évidemment la machine est en route. On vérifie juste qu'on est bien aligné ici, vérifie juste que la machine est bien la bonne machine ici, et les scripts, c'est lister VM Proxmox, évidemment ça n'existe pas encore pour le moment, LXC, voilà, liste des VM, et puis on va aussi renommer pour les conteneurs, alors c'est les conteneurs LXC, hein, liste des conteneurs, voilà, avec la petite icône qui va bien. Normalement, je crois que j'ai pas fait de boulette, j'ai bien changé ici les entities, donc faites bien attention à chaque fois de sélectionner le bon sensor, et de toute façon quand vous faites ici, vous avez de la complétion, donc normalement c'est bon. Sur on, donc c'est des commandes qui sont accessibles que quand la machine est allumée. Et puis pour le moment, ici ça ne va pas répondre évidemment puisque les scripts n'existent pas. Donc il reste à créer les scripts. Pour créer les scripts, on va dans paramètres, automatisation SN script. J'ai déjà là-dedans, vous voyez, des scripts en place. Je peux par exemple repiquer celui-là, donc je vais faire en fait un dupliqué. Voilà, ce qui va me permettre en fait de le modifier. Donc ici, la shell command n'existait pas. Tiens, d'ailleurs, ça me fait penser qu'il va falloir que je modifie les autres shell commands, évidemment. Donc c'est une shell command. Et je vous l'ai dit, j'ai tout préfixé par Proxmox, donc ça va être très facile. Et là, ici, on veut lister les VM. Donc je fais Proxmox list VM. J'injecte ça dans une variable qui s'appelle result. Et ici, je peux notifier mon smartphone. Et en fait, voici les VM. En gros, si le résultat de stdout et s'il y a quelque chose, en fait, if result, c'est si le résultat est positif, donc il y a quelque chose d'écrit dans stdout de result, donc la sortie standard pour la variable qui s'appelle result, je liste le truc dedans, sinon je ne fais rien du tout. Et puis je l'envoie sur mon smartphone. Donc ça, ici, je referai une vidéo dédiée sur les notions de script et de notification sur appareil et compagnie pour que vous ayez un truc un peu complet. Donc lister VM Proxmox. Et je renomme. Voilà. C'est très triste, je viens de me rendre compte ici que j'ai mis tapé LCX. Il faudra que je vienne encore une fois renommer, puisque je me suis trompé, c'est LXC évidemment. Hein. J'espère que vous l'avez vu quand j'avais tapé la commande. Donc c'est bon. Ici, notification smartphone. Donc voilà ce que ça pourrait donner très très vite. J'ai fait des petites boulettes. Ici, je fais lister LXC Proxmox. Tac, tac, et je fais renommer. Voilà pour le petit script qui permet de faire le lien avec la shell command, comme ça c'est un peu simple.
On va juste vérifier les noms techniques qui ont été créés de ces scripts. Donc on fait ici paramètres, et du coup vous aurez ici le nom du script. Donc vous voyez lister LXC Proxmox, et lister pareil ici, si vous faites paramètres, lister VM Proxmox. Donc c'est ça qu'on va aller mettre dans la petite tuile, à moins qu'elle se soit auto-réparée, mais je pense pas que par magie elle ait récupéré les bons noms, ou qu'on ait tapé du premier coup les bons noms. Donc on va pouvoir aller l'éditer. Donc on édite la dernière, c'était ici script lister LXC Proxmox. Je vais garder aussi cette icône là, je la mettrai pour mon script. Ça c'est bon, et bah, j'aurais pu éditer l'autre aussi tout de suite. Ici script lister VM Proxmox, et on va ici liste des VM. Voilà, je fais enregistrer, et puis on est presque bon. Donc j'aurai une faute de frappe à corriger, des icônes à positionner. Donc voilà, puis on est presque bon. J'ai juste à venir ensuite, c'est plus pour mes scripts en fait, c'est plus pour mon organisation personnelle, mais je vous montre quand même tout. Comme ça, ça vous parle pas, peu importe, mais au moins vous savez que moi je travaille comme ça. Donc j'aime bien moi associer des icônes, donc c'est ce que je fais. Donc ici pièce, pas besoin pour des produits techniques, hein, quand même, on va pas non plus insister trop. LXC pareil ici, je vais aller modifier l'icône, et je mets le petit cube ici pour montrer que c'est un conteneur. Voilà, et puis j'associe ça à la catégorie système, comme ça mes scripts sont rangés, ça m'évite d'aller après chercher où j'ai pu en fait faire quoi. Voilà, donc ça c'est bon, c'est listé ici. Donc je vous l'ai dit, il y a des fautes de frappe, il y a des trucs qui vont pas, en particulier des bannir et tout ça, j'ai tout cassé, donc je vais faire tout de suite OMV. Voilà, j'ai modifié, donc ici on voit que les shell commands ont été réaffectées, donc j'ai bien OMV fail to ban unban pour des bannir. Listé crowdsec, j'ai bien OMV CSLI list decisions. Listé ici j'ai bien aussi remplacé, donc j'injecte toujours dans result, donc tout va bien. Donc la seule chose en fait où je me suis raté, c'est ici le nom de ce shell script, donc il faudra que je vienne le modifier plus tard, mais on va quand même le tester ensemble. Il reste un dernier point de détail qui n'en est pas tant un, c'est que je vous ai montré en fait ici comment on ajoute pour echo, mais echo ça sert pas à grand chose dans cette situation là, mais donc je vous l'ai dit, ici il va falloir faire qmlist et pctlist, donc du coup il faut les ajouter ces commandes, sinon par défaut je vous l'ai dit, hein, ça passera pas en no password. Donc ici on fait ça, on fait exit, et du coup on a rajouté les capacités sur HASS de faire ça. Ce qui fait que maintenant quand on va ici sur liste des VM et que j'appuie, logiquement, donc j'ai mon téléphone qui va sonner. Voilà, et j'ai bien une notification sur mon téléphone. Alors c'est pas forcément hyper lisible. Je refais la démo en live, mais c'était pour vous montrer que ça fonctionne. Et donc évidemment, je peux aussi éteindre ma machine Proxmox. Alors ça, je vais vous le montrer aussi en live. Donc on va faire quelque chose dans ce goût-là. J'appuie sur éteindre, éteindre Proxmox, oui. Et normalement, donc on devrait voir ici la machine qui va cesser de répondre. Voilà, system will power off now. Et on est tout bon. On a donc une machine qu'on peut éteindre, sur laquelle on peut faire des commandes d'administration à distance. Donc on a fait un lien entre la domotique et des serveurs. Et donc ça, c'est plutôt pratique. Éventuellement, tiens, quelque chose que je vous ai pas montré, mais si vous avez une idée d'icône, vous pouvez aussi aller modifier l'icône de ce truc là. Donc par défaut ici c'est une icône standard, mais si vous avez une idée d'icône pour Proxmox, moi je vais utiliser l'icône server network, ça va être très bien. Et donc vous voyez ici qu'on a une petite icône qui est plus personnalisée, qui est peut-être plus sympa. Donc il reste à tester le Wake on LAN, donc j'appuie ici sur allumer Proxmox, la machine s'allume, il n'y a pas de souci. Alors pour le Wake on LAN, faites très attention, il faut quand même que la machine supporte le Wake on LAN, que sa carte réseau ait été activée Wake on LAN et tout ça, donc il y a peut-être quelques configurations à faire. En tout cas, la machine maintenant elle est allumée, donc sa carte réseau est fonctionnelle, ce qui fait qu'au bout de 5 pings, la machine va être détectée comme en vie. Bah voilà, pendant que j'étais en train d'aller vous chercher le navigateur, la machine a démarré, donc on a à nouveau éteindre et puis les actions que j'ai ajoutées pour Proxmox. Après tant d'efforts, il est temps que je vous montre ce que ça donne en vrai dans mon installation. Donc évidemment, j'ai accès via ce dashboard-là aux différentes machines qui sont actuellement démarrées. Donc vous voyez la nouvelle entrée qui est Proxmox qu'on a travaillé ensemble, donc normalement vous savez d'où vient tout ça. J'ai fait quelques petits ajustements, on en reparle juste après cette petite séquence, mais ce que je voulais vous montrer c'est évidemment le fonctionnement avec l'application mobile de Home Assistant. Donc je vous montre ça ici, donc vous l'avez déjà vu puisque je vous l'ai déjà montré, c'est exactement la même interface qu'on a ici, donc c'est sur fond noir, mais sinon c'est la même présentation, tout est pareil. Je peux donc allumer facilement mon NAS, j'appuie sur le bouton, je confirme allumage du NAS, ça s'allume.
Là, on l'a vu, donc c'est bon pour celle-là. Évidemment, il faut attendre peut-être une petite minute, le temps que la machine soit complètement fonctionnelle et que du coup les pings passent et que la machine passe en connecté. Vous pouvez régler ça évidemment dans le plugin ping de Home Assistant. Si vous souhaitez, vous pouvez réduire la durée de ping, augmenter la fréquence, des choses comme ça, pour que ce soit plus réactif. L'autre machine, c'est la machine Proxmox, donc c'est la petite machine que j'ai posée ici. D'habitude, elle est là derrière, posée sur ma machine Geekom, ma machine sur le Ryzen de dernière génération, Ryzen AI, que j'utilise en complément de mon ordinateur fixe. Donc vous voyez que je l'ai allumé ici. Je vais vous faire une extinction, mais je voulais vous montrer d'abord, pour que ce soit plus rapide, les exécutions liste VM, liste des conteneurs, comme ça on aura vu ça, et on pourra éteindre et rallumer. Donc j'appuie sur liste des VM, on voit ici la notification qui apparaît, et on a ici donc la liste des machines virtuelles qui est démarrée, donc il suffit derrière, tiens d'ailleurs je viens de voir que j'ai pas modifié le titre, il y aura encore un ajustement à faire, liste des conteneurs, je vais voir la petite notification qui apparaît ici, voilà, Proxmox LXC, et j'ai bien la liste des conteneurs qui apparaît là. Donc c'est exactement ce que je voulais vous montrer pour ce type d'usage. Je peux éteindre la machine Proxmox ici, donc j'appuie sur éteindre, j'ai bien de confirmation, extinction. Regardez le petit voyant, alors ça va prendre quelques secondes évidemment, puisque c'est un accès SSH plus un shutdown, donc ça doit faire une extinction propre de la machine, donc évidemment c'est pas instantané, le but c'est pas de couper le courant évidemment, hein. Voilà, la petite machine s'est éteinte. Je vous laisse juste le changement de statut pour qu'on voit ensemble la section qui disparaît. Donc ce que j'ai changé en fait, c'est ici, j'ai mis, vous voyez, virtualisation, j'ai mis une petite en-tête qui elle aussi est sensible à l'état de la machine pour que on voit que les commandes en dessous sont associées à la machine mais soient dissociées du bloc. Donc on voit ici c'est éteint, j'appuie sur allumer. Voulez-vous allumer Proxmox? Je dis oui. Et hop, la machine démarre, vous avez vu son petit voyant ici qui est disponible. Pareil, on attend... C'est très rapide, 30 secondes, 1 minute maximum, le statut va changer et je vais avoir à nouveau les informations qui vont apparaître. Évidemment, je peux observer ici la consommation électrique par la prise connectée Z-Wave que j'ai là, qui me permet d'avoir une observation. Elle me sert qu'à ça, elle me sert pas à couper le courant, elle me sert qu'à observer la consommation qui passe pour savoir si j'ai pas de soucis avec la borne et les machines qui sont connectées dessus. Voilà, et j'ai bien les commandes qui sont apparues. Donc je peux allumer, éteindre les machines, et vous voyez en haut, c'était le dernier point, je suis sur un réseau data, donc je le peux faire de n'importe où dans le monde. Alors évidemment, je ne vais pas m'amuser à démarrer éteindre des PC à l'autre bout du monde, mais vous comprenez bien que même si vous n'êtes pas chez vous, vous pouvez commencer à allumer éteindre des machines, c'est extrêmement pratique, extrêmement utile. Ça fait une petite télécommande en fait pour allumer, éteindre des ordinateurs, c'est plutôt pas mal. Voilà en ce qui concerne cette petite fonctionnalité très simple, vous avez vu qu'en un clic ou deux, si vous mettez une protection contre les appuis accidentels, vous pouvez depuis un smartphone n'importe où dans le monde surveiller l'état de votre machine, et l'allumer, l'éteindre, exécuter des petites commandes. J'espère que ce genre de petite combine peut vous être utile. Ça peut paraître gadget pour certaines personnes, et je peux le comprendre. Vous me direz d'ailleurs en commentaire ce que vous en pensez, mais moi, une fois que j'ai mon installation domotique en place, une fois que mon chauffage, ma sécurité, mes lumières, mes ouvrants et tout ça, une fois que tout est piloté en domotique, c'est le genre de choses que j'oublie. Et finalement, les trucs que j'utilise le plus dans mon installation domotique, c'est ce genre de petit outillage, parce que c'est les choses qu'on utilise au quotidien. En tout cas, quand on en a besoin, c'est ce genre de choses, une fois que c'est en place, c'est ultra pratique. Donc voilà, ça vous permettra comme ça, si vous avez quelques machines à surveiller, à éteindre, à allumer, en fonction des cas de figure. Vous voyez par exemple le PC, je ne fais que le surveiller, je n'ai pas de Wacom LAN, pour des raisons assez simples, c'est que le PC qui est là a une carte gigabit Ethernet, et il me faut 2 cartes réseau si je veux faire du Wacom LAN avec une carte plus ancienne en gigabit Ethernet, donc je le fais pas. C'est pour ça que je vous ai dit que j'investiguerai le côté relais qui appuie sur le bouton, ce qui me permettra comme ça ensuite d'avoir la possibilité d'actionner le relais au lieu d'aller comme ça actionner directement une commande SSH, et donc d'avoir quelque chose de plus fiable, surtout quand la machine est bloquée. Voilà en ce qui concerne donc cette petite vidéo, qui est en fait une redite d'une vidéo que j'avais faite, mais très différente, puisque avec un contexte qui a complètement changé. Vous me direz si ça vous a été utile, si vous l'aviez mis en place à l'époque, ou si vous allez le mettre en place maintenant que vous avez vu ce type de possibilités. Et puis moi je vous donne rendez-vous pour de prochaines vidéos sur de la domotique, sur des serveurs, ou sur autre chose, on verra bien. Merci et bonne journée, au revoir.